Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale. Je suis allée avec mon micro à la rencontre de Patrick Burenstein-Heiss à sa session de dédicace à la librairie papeterie de Gramma. C'est une interview avec un peu de fond sonore, le fond du dynamisme de cette librairie en cette journée un petit peu magique pour tous. Bon, attends, tiens. Je peux avoir un stylo? Ah, j'en ai un, bouge pas. Non, mais j'en ai un, c'est bon. Je viens pour une petite dédicace de votre livre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de monsieur, je dis bien monsieur, Patrick Burenstein-Heiss. Alors j'espère ne pas trop écorcher le nom. Non, j'ai tout eu avec ce nom, donc c'est pas grave. Alors si vous permettez, je vais m'arrêter à Patrick, ce sera plus facile que de répéter à chaque fois ce nom écorché qui n'est pas très agréable. Tout d'abord, bonjour Patrick. Bonjour à vous. Alors Patrick, aujourd'hui je vous retrouve dans un endroit qui paraît intemporel pour nous Lotois. Vous êtes ici à Gramma en dédicace et c'est donc à cette occasion où j'ai réussi à glaner l'information quelque part dans les réseaux qui m'a permis de venir jusqu'à vous avec le sourire aux lèvres et beaucoup de lumière dans les yeux comme toutes les personnes qui sont là et qui sont déjà venues ce matin pour la dédicace. Et dédicace donc de la bibliothèque perdue. Sur ce nouveau livre, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Alors beaucoup de choses. Déjà, c'est une belle histoire, un projet qui m'a vraiment touché beaucoup parce que j'aime explorer le monde. Et quoi de mieux pour quelqu'un qui aime la connaissance de parler de la source de la connaissance, c'est-à-dire la bibliothèque d'Alexandrie. Imaginez quand même que pour la première fois dans l'humanité, on a collationné toute la connaissance de l'humanité dans une seule langue, qu'on a traduit dans une seule langue. Pour la première fois, toute cette connaissance, tout azimut, était accessible à tout le monde. Donc c'était incroyable, plus de 700 000 ouvrages collationnés pendant 250 ans. Donc même aujourd'hui, on serait incapable de faire ce genre de choses-là. Avec les moyens modernes qu'on a, eh bien, ils l'ont fait. Alors imaginez évidemment que tout ça est parti en fumée me dérangeait. Et par conséquent, j'ai trouvé une autre histoire en disant non, c'est pas possible que ça soit parti en fumée. Par conséquent, j'ai pris comme hypothèse que non seulement César n'a pas brûlé la bibliothèque comme on nous le raconte, mais qu'il l'a déplacée. Et c'est cette histoire. C'est-à-dire parce que déplacer 700 000 ouvrages sans que ça se voie, il y avait une raison à ça. C'est après la chute du triumvirat. César se trouve face à Pompée, et évidemment, tant qu'ils étaient trois, ça allait bien, mais dès l'instant qu'ils sont deux, il y en a un qui veut le pouvoir et l'autre aussi. Donc ils s'entretuent littéralement pour l'avoir. Et il se trouve que César, lui, est un militaire, il a l'armée, et que Pompée a le Sénat. Mais c'est César qui gagne, et Pompée s'échappe à Alexandrie. Ce qui donne l'occasion à César d'aller à Alexandrie pour courir après Pompée. Et quand il arrive là-bas, évidemment, il a entendu parler de la bibliothèque d'Alexandrie. Comme tout le monde de l'époque a entendu parler de cette bibliothèque-là. Et lui, il se dit, la connaissance de l'humanité, c'est le pouvoir. Et ce pouvoir, évidemment, ça m'intéresse. Donc on ne peut pas imaginer une seconde qu'il lui mette le feu, puisqu'il ne va pas détruire quelque chose qui peut lui donner. Il cherche la pérennité, il cherche l'éternité. Et quoi de mieux que cette bibliothèque qui est source de toute chose pour s'assumer et s'assurer l'éternité. Et donc il se dit, je vais la récupérer. Le seul problème, c'est qu'on est en pleine guerre civile et qu'il ne peut pas la ramener à Rome. Et ça va être le premier problème. Mais où est-ce qu'il va pouvoir mettre cette bibliothèque? Et comment il va les déplacer sans que ça se voie? Donc il va être confronté à des problèmes, c'est des problèmes logistiques. Et pour ce faire, il va s'entourer d'une équipe assez incroyable qui va répondre à tous ces problèmes. Un ingénieur qui va être Vitruve, qui sait tout faire. C'est un architecte comme on le nommait à l'époque, c'est-à-dire celui qui sait tout. C'est un peu le Q de James Bond. Il est capable de trouver des solutions incroyables. Et c'est ce qu'il va faire, il va trouver des solutions incroyables. Il a besoin d'un bibliothécaire, et ce bibliothécaire va être Diodore de Sicile, et ça tombe bien parce qu'il l'a envoyé, César l'a envoyé quelques années avant, faire l'inventaire de la bibliothèque d'Alexandrie. C'est pour ça qu'on sait qu'il y a 700 000 ouvrages. Donc il a le bibliothécaire, il a l'ingénieur, donc le système de classement et comment on va mettre la bibliothèque, il a la main d'œuvre, évidemment il a les légions romaines, et il va avoir besoin de quelqu'un
qui va le remplacer, c'est peu probable que lui puisse se libérer pour mener cette expédition qui est somme toute dangereuse et au moins hasardeuse. Donc il va utiliser son ami, son aide de camp, son autre lui-même avec qui il vient de finir la guerre des Gaules, qui est Lucius Miletus Plancus, qui veut dire celui qui a les pieds plats. Alors pourquoi ? Parce que les Romains, finalement, il y avait que 10 prénoms. Donc pour les différencier les uns des autres, il fallait trouver des caractéristiques. Donc celui qui a les pieds plats, le grand, le borgne, Dupont, ça donnait des acronymes qu'on trouve après. Des patronymes, pardon, qu'on trouve un peu partout. Donc ce Lucius, là, qui est vraiment son frère d'armes, il a une confiance absolue et c'est lui qui va guider cette expédition. Alors j'ai voulu un Candide aussi. C'est un jeune homme qui va se retrouver mêlé à cette expédition, et c'est par ses yeux qu'on va voir cette expédition. Parce que justement, il est émerveillé de chaque chose. Lui, il habite à Delphes, et il se trouve que Delphes, c'est un monde reculé, et d'autant plus que depuis que les Romains ont pris l'Omphalos, c'est-à-dire le centre du monde, là où la Pythie faisait ses oracles, mais comme les Romains ne voulaient pas un contre-pouvoir, ils ont décidé de déplacer le centre du pouvoir et de le ramener à Rome. Mais par conséquent, Delphes perd complètement tout intérêt. Et ce jeune homme qui vivait dans un lieu intéressant, avec des gens qui venaient du monde entier, qui le faisaient rêver, il se retrouve maintenant un peu perdu. Il n'a qu'une envie, c'est une envie de voyage. Et ce voyage, eh bien, des circonstances vont faire qu'il va se retrouver dans l'expédition qui va amener la bibliothèque d'Alexandrie au nouvel endroit. Donc, c'est vraiment pour moi, ça a été une aventure que j'ai vécue avec mes personnages et je l'ai écrit de cette manière-là. C'est-à-dire, j'ai qu'une seule envie, les meilleurs commentaires que j'ai, c'est quand quelqu'un me dit j'ai eu une mal de mer sur le bateau, quoi. Je voulais que les gens vivent vraiment cette aventure. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai en projet de le faire en série. Parce que ça se prête extrêmement bien à une représentation en images. Il y a des scènes cinématographiques qui sont extrêmement belles. Donc c'est une aventure pour moi et j'ai appris à chaque seconde des choses incroyables. Ces personnages fameux comme César, comme Cléopâtre, comme Lucius dont je parle, qui sont des personnages historiques dont j'ignorais tout. J'avais une connaissance scolaire très parcellaire et je me suis rendu compte que ces personnages n'étaient pas du tout ce qu'on m'avait raconté, quoi. Qu'ils avaient une épaisseur beaucoup plus grande, une vraie vie, une intelligence. Et puis une volonté profonde de choses, et pas forcément égotique, mais il voulait faire des choses incroyables. Donc ces personnages m'ont accompagné, et je me suis dit, c'est peut-être une bonne manière de donner, entre guillemets, des cours d'histoire. Les enfants, ça les ennuie, c'est dommage, alors qu'ils regardent des blockbusters idiots, sans histoire. Mais quand les Américains, finalement, font les super-héros, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reproduisent la mythologie. Ils n'ont pas d'histoire, donc ils recréent la mythologie avec les super-héros. Alors pourquoi pas revenir à la source et de se dire, au lieu de parler des super-héros, moi je vais parler de la mythologie, puis je vais parler des héros grecs et des héros romains, ainsi de suite. Et ça marche pas mal, parce qu'on est emporté. Et j'ai des retours aussi d'ados qui ont lu le bouquin et qui ont dit, c'est génial, quand est-ce qu'il y a le film, quoi. Et c'est vraiment cette idée-là. Je pense que la transmission, c'est pas obligé d'être ennuyeux. Il peut y avoir des choses, on a tous eu des profs qui nous ont ennuyés, et puis on en a d'autres qui nous ont absolument passionnés, parce qu'ils nous ont raconté des histoires. Donc j'ai eu envie de raconter cette histoire. Alors c'est une saga, ça c'est le premier tome, c'est l'Antiquité. Le pitch, c'est comment César est tombé sur la bibliothèque d'Alexandrie, comment il l'a déplacé, où il l'a mis, et pourquoi. C'est la première époque. La deuxième époque, ça c'est un scoop, hein, c'est les Templiers et les écuries du roi Salomon. C'est comment les Templiers sont tombés sur cette bibliothèque, qu'est-ce que ça leur a rapporté, qu'est-ce que ça leur a coûté. Donc c'est la deuxième époque. La troisième époque, c'est le véritable secret des sociétés secrètes. C'est pourquoi il y a eu des sociétés secrètes et pourquoi elles naissent tous à Lyon et pas ailleurs. Et que voulaient vraiment faire les fondateurs. Et j'ai des traces historiques évidemment de ça, parce que évidemment, bien que ce soit un roman, j'ai étayé ça, je veux dire, je peux prouver tout ce que je dis, quoi. J'ai soit par des preuves, des rapports archéologiques, soit des gens qui ont travaillé dans le domaine, soit des photos sur place, soit donc je peux prouver tout ce que je dis. Cette époque sera le véritable secret des sociétés secrètes. Donc ça sera aussi assez intéressant puisque c'est quasiment une guerre d'espionnage. C'est-à-dire qu'il y a toutes les grandes puissances, on est au 18e, 19e siècle, toutes les grandes puissances envoient à chacun un émissaire pour trouver un secret. Et ils se retrouvent tous au même endroit, ils vont se retrouver justement à Lyon, découvrir ce fameux secret.
Mais il faut pas croire que ça va bien se passer, ils vont s'entretuer pour ça. C'est pas si simple, ils n'ont pas forcément envie de le partager, donc ça va être épique aussi. Et puis Napoléon aussi va être mouillé un peu dans cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi Napoléon a fait la campagne d'Égypte ? Qu'est-ce qu'il a eu foutre là-bas, quoi ? Et pourquoi il y allait avec des savants ? Et pourquoi il y allait avec Champollion ? Et pourquoi Champollion a découvert les hiéroglyphes ? Et évidemment, tout ça, c'est des clés qu'on peut se poser. Et pourquoi, quand Napoléon est revenu, le style napoléonien de l'Empire, c'est égyptien ? Qu'est-ce qu'il a touché là-bas ? Quel rapport avec la civilisation égyptienne ? Et puis, des impossibilités. La fameuse phrase, quand il est avec ses troupes devant les pyramides et qu'il dit « Messieurs, devant ces pyramides, 40 siècles vous contemplent ». Formidable, dit ça, mais il sait ça comment que ça a 40 siècles ? C'était pas daté à l'époque. Donc c'est quoi ces sources ? Et donc tout ça, ça va me permettre de trouver des biais en disant ils ont forcément eu des sources. Quand on a dans les sociétés secrètes, par exemple, on a Cagliostro qui va créer un rite égyptien, le rite de Memphis-Misraïm. On est en 1730. Et il cite les dieux et les rituels et les noms. Mais il sait ça comment ? Les hiéroglyphes, ils sont traduits en 1815. Donc il sait ça comment ? C'est quoi ces sources ? C'est juste des bêtes questions. Aujourd'hui, on trouve ça normal. On se dit, oui, c'est une évidence, mais non, c'est pas du tout évident. Donc tout ça m'a permis de répondre aussi à ces questions. Enfin, le dernier tome, c'est la bibliothèque retrouvée. C'est où elle est aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on sait où elle est ? Moi, je le pense, en tout cas. Je dirais. Mais vous attendrez le 4e tome pour le savoir. Moi, je vais revenir au premier tome et à César, donc paradoxe absolu, peut-être involontaire ou peut-être volontaire de votre part, d'entamer, d'être dans la démarche de dédicace ici à Gramma, en pays d'Uxellodénum, le dernier bastion d'irréductible le Gaulois. Même si on ne sait pas vraiment, même s'il y a beaucoup de doutes sur le lieu exact de la dernière bataille, on sait que dans le Lot, César a eu ses irréductibles, les antérieurs et les initiateurs d'Astérix, le fameux Astérix. Et c'est aussi pouvoir se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous lancez dans la dédicace ici ? Alors déjà pour des raisons personnelles, c'est-à-dire que ce lieu m'est très cher. Alors pour des tas de raisons, j'en profite justement pour rendre hommage un peu aux gens d'ici que j'aime. Pourquoi ? Parce que moi, je suis un petit Parisien et à mon époque, les petits Parisiens, on les envoyait en vacances à la ferme, à la campagne, dans les bonnes familles. Et donc je me suis retrouvé dans une ferme ici, dans un petit village, mais un petit village à La Cisque, à côté de Souillac, et je me suis retrouvé au milieu de nulle part. Donc imaginez, j'étais sur Mars, c'était pareil. Et j'ai eu la chance de rencontrer le patriarche de la famille, Maurice Brousse, un nom vraiment bien d'ici, qui m'a tout appris. Et je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui si vraiment je n'avais pas connu cet homme-là. Pourquoi ? Parce que le bon sens paysan, parce que ici on s'assoit pas, parce que on fait les choses vraiment avec un cœur total. C'est des gens qui s'arrêtaient jamais. J'ai jamais vu du lever au coucher, ils faisaient quelque chose. Et puis un bon sens, une humanité, une bienveillance. Voilà, puis le patois local, des mots que je n'entends plus aujourd'hui, le fameux « Om Miladiou ». J'entends encore les échos, ou « achevé d'entrer », mais des choses qui, dans ces mots, étaient extrêmement touchants, et qui m'ont touché, et qui me touchent encore aujourd'hui. Et avoir gardé les moutons avec le grand-père m'a appris plus que toutes les encyclopédies du monde, parce que la nature, parce que les plantes, parce que les oiseaux, parce que les moutons même. Je veux dire... Même aujourd'hui, j'ai du mal encore, quand on m'amène un fromage, d'appeler ça un rocamadour. Pour moi, c'est un cabécou. Et c'est resté bien plus profondément ancré que j'aurais pu l'imaginer. Et donc, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai d'abord, parce que j'ai arpenté évidemment cette région à pied, en vélo, par tous les moyens possibles, avec les autres garnements du coin. Et on a fait des choses qui aujourd'hui seraient impensables. Je veux dire, on surprotège les enfants aujourd'hui, mais à l'époque, on était lâchés complètement. L'important, c'était de revenir. Si on venait quasiment à leur manger, ça va. Ce qui s'était passé entre, il y avait une omerta totale. Et pour nous, ça allait très bien. Mais ça a permis vraiment de vivre, d'apprendre ce que c'était la vraie nature. Aujourd'hui, on respecte cette nature. Pourquoi ? Parce qu'on a été élevé dedans. Mais quand on vous montre la nature à travers la télévision, quand on vous montre des produits sous cellophane, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous n'avez pas senti
les blés coupés, si vous n'avez pas fait une moisson, si vous n'avez pas chargé avec le grand-père les chars et la fourche, vous savez pas ce que c'est. Je veux dire, moi j'arrivais ici, j'allais dormir avec les chiens, je revenais plein de puces, mais c'était pas grave. Mais c'est des choses qui touchent profondément et qui font vraiment ce qu'on est. Au-delà d'une représentation intellectuelle du monde, c'est une représentation de cœur du monde. Et ça s'oublie jamais. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette dédicace ici. Alors pourquoi Gramma ? Une question de circonstance aussi. Là, je suis basé à Rocamadour et que c'était stratégiquement un endroit pratique pour moi. Et puis c'est une ville agréable. Et puis il y a effectivement de l'histoire. Cette histoire aussi est très proche. Il ne faut pas oublier qu'il y a des dolmens ici, qu'il y a des menhirs, c'est un des berceaux quand même de l'humanité, mine de rien. Donc, il n'y a pas de raison que le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle passe par ici. Enfin, je veux dire, c'est pas le lieu anodin. Quel que soit le point d'entrée, on y trouve quelque chose. Donc, eh bien, les circonstances heureuses font que je suis là et j'en suis d'autant plus content aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Alors, quant aux irréductibles gaulois, on peut comprendre qu'ils soient irréductibles, ils étaient quand même conquis. Même si on a encore des voies romaines ici, et qu'on en profite encore, quand on se promène à Rocamadour et qu'on prend le chemin des Causses, c'est quand même une ancienne voie romaine. Et il y a encore des oppidums. Donc il y a encore des lieux, même si ça a été un pays conquis, sur l'intelligence de Rome, et pas forcément de César, mais de son fils, Auguste, a été d'apporter la paix romaine. Il n'y a pas eu que de la guerre. Bon, je ne vais pas faire l'apologie des conquérants, mais ils n'ont pas apporté que la guerre. Donc ils ont apporté aussi des bonnes choses. Et d'ailleurs, ce qui m'a permis aussi de faire quelque chose d'amusant dans ce livre-là, c'est que si on pose la question à n'importe qui dans la rue qui n'est pas renseigné, qui a été le premier empereur romain et qui a été le plus grand, 90% des gens vont me dire César, alors qu'il n'a jamais été empereur. Le premier empereur, c'est son fils, Auguste, qui était Octavius, son fils adoptif, et qui a été nommé le premier empereur, Auguste, justement. Alors ça, rien que ça, c'est assez amusant. Et j'explique dans ce livre-là pourquoi César a accepté d'être assassiné. Parce qu'il l'a accepté volontairement. Pourquoi ? Parce que quand il arrive, justement, sur le lieu de son assassinat au Sénat, il est prévenu. Alors il est prévenu de manière un peu mystique d'abord. Sa femme rêve la nuit d'avant qu'il va être assassiné, donc faut pas qu'il aille. Les augures l'ont prévenu, il dit n'y va pas, tu vas te faire assassiner. Et quand il arrive, il y a un sénateur qui est dehors qui dit n'y va pas, on t'attend pour t'assassiner. Il lui donne la liste des conjurés. Et pourtant il y va quand même. Et la question c'est pourquoi ? Eh bien, je mets comme hypothèse, je m'imagine à l'intérieur de César, rien que ça. Eh bien, en disant finalement il cherchait quand même la postérité. On s'en souvient. Souvenez-vous, quand il arrive devant une représentation, il a 30 ans, il se retrouve devant une représentation d'Alexandre le Grand. Et il tombe au pied de la statue, à genoux, en pleurant, César, en disant « Toi, à ton âge, t'avais déjà conquis le monde, moi, j'ai rien fait encore. » Donc, on sent cette envie de postérité. Eh bien, quand il est assassiné, il dit « Vous croyez m'avoir fait disparaître, mais en réalité, vous venez de me donner l'éternité. » Et c'est vrai, car en acceptant ici son assassinat, il a acquis la postérité. La preuve, on en parle encore aujourd'hui. Donc, il a perdu la vie, mais il a gagné l'éternité. Plus grand qu'Alexandre. Donc, finalement, c'était le prix ultime pour gagner l'éternité. Mais n'est-ce pas, finalement, notre chemin que de perdre la vie pour trouver l'éternité ? C'est peut-être aussi la démarche de vivre, c'est apprendre à mourir. Oui, sans doute, mais après, c'est l'idée qu'on se fait de la mort aussi. Oui. Mais si la mort n'est jamais que le passage vers de nouveaux horizons, ce n'est qu'un passage de plus. Bon, évidemment, nous, on imagine que c'est la fin de tout. Mais si on imagine que c'est le début d'autre chose, c'est plus inquiétant du tout. On ignore, on a peur de ce qu'on ignore, mais dès l'instant, et je peux vous le dire, j'en suis la preuve vivante, puisque j'ai fait le chemin, aller et retour. J'ai dit, je reviens de loin, mais je reviens. Est-ce que vous avez ramené des cadeaux au passage ? Parce que faire un aller-retour comme ça, d'un si long voyage, il faut ramener des choses. Ben, la vie déjà. C'est le plus beau cadeau. Ben oui, parce que la vie s'accompagne du corollaire d'être heureux de vivre, de respirer, de chaque chose.
on se plaint sans arrêt. Mais rien que d'être vivant, quelle machine extraordinaire, rien que respirer, rien que... Vous vous rendez compte, pendant que je parle ici, eh bien, je pense à ce que je vais dire après, ma respiration fait vibrer mes cordes vocales, rien que ça, c'est un univers. Il y a plus de cellules dans chaque corps que plus d'habitants que sur la Terre. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire une réunion avec quelqu'un pour la semaine suivante, avec 10 personnes pour mettre tout le monde d'accord, c'est pas facile. Mais nous, on met d'accord 7 milliards de cellules à chaque seconde. Mais c'est juste hallucinant. Et on se dit, je suis tout seul, personne ne m'aime. On est juste un univers. Alors rien que ça, le plaisir de partager, rien que ça. Ne pas avoir perdu tout ça. Voilà déjà le cadeau. Et puis, j'avais déjà pas peur de la mort, mais maintenant, je vais dire, je suis pas pressé, puisque j'ai des choses à faire, et je les fais avec bonheur. Mais disons que c'est comme on visite un appartement témoin. C'est-à-dire, on voit le lieu, on se dit, tiens, c'est comme ça, bon, je suis pas encore prêt, mais disons que ça me fait pas peur, ça me dérange pas. Maintenant, on sait très bien que pour se réarranger, il faut se déranger. Et je me suis dérangé. Je vais pas dire que ça m'a fait plaisir, j'ai pas dit que j'ai eu le choix. Mais, puisque c'est comme ça, eh bien, j'en cherche aucune représentation ni positive ni négative, c'est un fait. Je peux pas lutter contre un fait, puis ça sert à rien. Mais aujourd'hui et maintenant, je dis toujours, c'est une phrase que j'aime bien, c'est quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est toujours un présent. Donc, je vis chaque moment présent aujourd'hui, en sachant très bien, puisque ça s'est déjà produit, qu'à chaque seconde, ça peut disparaître. D'ailleurs, quand on arrive dans ce monde, on apparaît. Quand on quitte ce monde, on disparaît. Mais on est quand ? L'idée, c'est d'être. Donc j'aime mieux vous dire que maintenant, je goûte chaque seconde. Parce que pour moi, c'est du bonus. Qui ne s'est pas dit, dans sa vie, qu'est-ce que j'aimerais avoir une deuxième chance ? Mais je l'ai. Mais je vais pas me plaindre. Donc même si j'ai un petit bobo ou j'ai mal quelque part, je vais dire oui, mais j'ai mal quelque part. Mais pour avoir mal quelque part, il faut être vivant. Donc je préfère avoir mal quelque part que d'être vivant qu'avoir mal nulle part que d'être mort, quoi. Bon, on a peut-être mal ailleurs. Oui, mais c'est ça, mais finalement, le mal, c'est surtout le mal-être. Mais si vous êtes à votre place partout, vous n'avez pas mal. Faut s'entendre sur ce qui est mal. Nous, on associe par exemple le mal à la douleur, mais la douleur n'est qu'un signal, c'est pas mal. C'est seulement, ça vous dit ici, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut réparer. Bon, dans ces circonstances, c'est une bonne chose. Mais le bien et le mal, c'est extrêmement subjectif, extrêmement relatif. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est étrange, parce que quand vous possédez quelque chose, on appelle ça un bien. Donc finalement, la matière, c'est un bien. Est-ce que c'est vrai dans notre monde de tous les jours ? On n'en est pas sûr. Le plus important, est-ce que c'est vraiment la matière ? On a coutume de dire, le plus important, c'est ce qu'on ne peut pas acheter. Puisque ça n'a pas de valeur. C'est au-delà. Ça ne veut pas dire que c'est cher. D'ailleurs, on dit un être est un être cher. Est-ce qu'il vaut quelque chose ? Non, ce n'est pas mesurable, ce n'est pas quantifiable, et c'est ça qui est beau. C'est l'éternité. Ça ne tient pas dans une boîte. Alors évidemment, dans un monde où on veut tout faire tenir dans une boîte, évidemment, ça ne marche pas. Et c'est pour ça justement qu'on doit persévérer, percer, vous verrez, faire des trous dans les choses. C'est pour ça que j'ai écrit cette histoire. Cette histoire, c'est un peu comme un verre qui passe à travers, qui fait des trous. Et l'idée, c'est persévérer, regarder le monde autrement, soulever le voile. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, les secrets, ils ne se trouvent jamais, ils se percent. Une vérité, elle se dévoile. Alors perçons et dévoilons. Et c'est ce que j'ai eu envie de faire à travers cette histoire. Patrick, on vous connaît en tant qu'alchimiste, en tant qu'auteur, en tant que propageur et informateur du langage des oiseaux, de la langue des oiseaux. Vous êtes formateur, vous faites énormément de choses. C'est illimité tellement l'information pourrait être variée. Et là encore, au niveau du langage des oiseaux, vous en proposez quelques exemples. Qu'est-ce qui vous a amené à ça, en fait ? Qui m'a amené à quoi ? À tout ce que je fais. À cette ouverture. Mais connaître et comprendre l'univers. Je veux dire, on n'a peur que des choses qu'on ignore. Donc, plus je connais de choses, moins j'en ai peur. Et moins j'ai envie d'en être séparé. Et la quête est la quête de l'unité. Et je peux pas comprendre l'unité avec un outil qui fractionne. Donc j'ai utilisé des outils qui me permettaient d'avoir le plus de points de vue possible. Donc il se trouve que l'alchimie m'intéressait. Mais ça a commencé, je l'ai commencé par défaut. En disant, j'ai entendu parler de ça une fois.
que je m'intéressais à la matière, je voulais savoir, et donc je suis tombé sur des livres d'alchimie. Et en voyant ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce fatras de superstition moyenâgeuse? Puis j'ai creusé un peu. Et là, je suis tombé sur certaines réflexions qui m'ont dit, mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Déjà, ça s'appelle le grand art. Pas la grande technique, pas la grande méthode, mais le grand art. En plus, c'était ouvert à toute culture, tout peuple, tout sexe, toute religion. On se fout d'où viennent les gens. L'important, c'est l'échange, le travail et le cœur. Donc je me dis, ça m'intéresse drôlement, ça. Et j'ai commencé à gratouiller. Et après, je me suis dit, c'est bien d'avoir les textes, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours et qui n'a pas eu peur, mais c'est mieux d'avoir les sources. Sauf que les sources, elles existaient dans les livres d'époque, et que les livres d'époque, ils étaient écrits en grec, en hébreu, en latin, qu'ils étaient codés avec des symboles, et que pour les comprendre, il a bien fallu que je m'y mette. Donc, je me suis mis à étudier la symbolique, je me suis mis à étudier les textes anciens, à les traduire, à comprendre ce qu'il y avait dedans, et puis après, ça m'a pas suffi. Et il disait quelque chose de très intéressant. L'alchimiste travaille dans un laboratoire. Moitié labor et moitié oratoire. Alors j'avais déjà l'oratoire, j'avais les textes, j'avais les livres, mais j'avais pas le labor. Et je lui dis, mais si c'est vrai, on doit mettre les mains dedans. Et donc je me suis dit, allez, je me lance, je fais des expériences. Mais les premières expériences, je les ai faites pour prouver que ça marchait pas. C'était trop extraordinaire, c'était pas possible que ça marche. Par exemple, on m'avait appris, moi, dans le milieu scientifique, que une expérience scientifique, c'est quelque chose qui était reproduisible par n'importe qui dans les mêmes circonstances. Alors que là, on disait pas du tout, l'expérience dépend de l'expérimentateur. Et après, dans la vie, je me suis rendu compte que c'est vrai. Donc, par conséquent, j'ai fait des expériences, puis ça a marché. Il s'est passé des trucs impossibles devant mes yeux, je les ai vus, je les ai touchés, je les ai sentis. Et là, évidemment, j'ai un pan de ma prison qui est tombé. Puisque, alors évidemment, la porte était grande derrière et la salle était vaste. Je me suis dit, mais si ça c'est possible, le reste aussi. Et là, je m'y suis lancé. J'ai fait de l'alchimie opérative. Et là, j'ai mis le doigt dans le non-ordinaire, mais qui est aussi tangible que celui-là. C'est pas parce que je le comprenais pas que ça n'existe pas. C'est la même chose que la vision qu'on a aujourd'hui des extraterrestres. C'est on dit, il n'y a pas de preuve. Mais l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc, par conséquent, c'est pas parce qu'on dit oui, mais ça n'existe pas, mais les mains dedans, fais-le. Vous savez, on a tous dans nos pratiques, vous le savez aussi. Vous avez le travail d'une vie, il y a quelqu'un qui arrive, ça fait 2 heures qu'il fait ça, il va vous expliquer comment faut faire. Je dis, non, mettez les mains dedans, faites quelque chose, et puis ensuite pratiquez, puis après on discute. Mais j'accepte parfaitement de me tromper, j'accepte la critique. Par contre, je peux pas dire ça n'existe pas si j'ai pas éprouvé. Je peux dire je ne comprends pas. Je fais juste la parenthèse extraterrestre, comme vous le dites, en donnant l'exemple. Aujourd'hui, on peut quand même constater qu'il y a quand même beaucoup de traces écrites, historiques et concrètes qui pourraient apporter des preuves complémentaires. Mais ça, c'est un sujet autre. Oui, et puis je veux dire, même les méthodologies qu'on utilise sont vraiment stupides. Pourquoi ? Parce qu'on cherche pas vraiment. Pourquoi on cherche pas vraiment ? Parce qu'on en a peur. Parce que s'il y a de la vie ailleurs, ça change beaucoup de choses dans notre propre culture, dans notre propre monde. Mais les recherches extraterrestres, ça revient à prendre un seau, à le jeter dans l'océan, à retirer le seau, puis dire tiens, la preuve, regardez, il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a pas de baleine. Oui, évidemment, ça tient pas dans le seau. C'est ce qu'on fait. Nous, on prend une portion de l'univers, on va se chercher à cet endroit-là, puis on dit il n'y a pas de vie là. Ça trouve ça grouille tout autour. La question n'est pas là. Puis même si on était le plus pessimiste de l'univers, en voyant le nombre de galaxies, le nombre d'étoiles qu'il y a dans les galaxies, le nombre de planètes qu'il y a autour, il n'y a aucune chance qu'il n'y ait pas de vie ailleurs. C'est rien que statistiquement. Ça serait déprimant quand même. Non, vous savez, c'est la phrase qu'on avait posé la question à Stephen Hawking. On lui dit, pensez-vous qu'il y a de la vie ailleurs ? Et il a répondu ceci. Il a dit, soit il y a de la vie partout et on ne le voit pas. Soit on est les seuls dans l'univers. Et ces deux propositions me font également peur. On est tout seul, ça fout la trouille, il y a de la vie partout, on ne sait pas, ça fait des trouilles aussi. Bon, après, sur Terre, il y a de la vie à peu près partout, et ça ne nous fait pas plus peur que ça, finalement. Donc, c'est se dire que dans l'extérieur, dans l'univers, pourquoi est-ce que ça nous ferait peur ? Non, parce qu'on a peur de la concurrence. Parce qu'on se dit, et c'était aussi la même phrase qu'il disait, il dit, si de la vie, il y a de la vie ailleurs, parce qu'on lui disait les ovnis, des trucs comme ça, vous en pensez quoi ? Alors il a dit, écoutez, s'il y a de la vie extraterrestre, et qu'ils viennent jusqu'à nous, c'est qu'ils ont une technologie bien plus importante que la nôtre. À peu près la même différence que quand les Espagnols sont allés voir les précolombiens. Et ça s'est pas très bien passé pour les précolombiens. Donc ça veut dire que si on a une civilisation très évoluée qui vient chez nous, il est très possible que ça se passe mal pour nous. Mais tout ça, c'est des hypothèses, on n'en a pas la moindre avis. Personnellement, je suis intimement convaincu qu'il y a de la vie ailleurs. Ça fait pas l'ombre d'un doute, ne serait-ce que statistiquement.
Et puis en plus, bon, comme vous le dites, dans l'histoire, dans la vie, je veux dire, il y a des témoignages à tous les coins de rue, quoi. Ne serait-ce que les textes sumériens, sans aller bien loin. Oui, oui, et puis des textes, des apparitions dans la Bible, dans tous les textes de l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est quelle que soit la culture, donc des gens qui ne se sont pas rencontrés parlent de la même chose, donc il est très probable qu'il y ait un point commun. Ne serait-ce que par le biais des légendaires, presque les mythes, les légendes. Oui, bien sûr, mais après, c'est seulement une manière d'expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas. On va créer des intercesseurs, des intermédiaires, des explications. C'est toujours le même problème de l'anthropocentrisme. C'est que nous, il faut que ça tienne dans des boîtes qu'on comprend. Même si ça comprend, on ne le comprend pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir que ça tienne dans la boîte. Mais ça, si c'est autre chose, ça n'a rien à voir même avec la boîte. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que l'on ait à ce point besoin de ces boîtes, justement? Pour comprendre, quand devant l'incompréhensible, notre cerveau fonctionne comme ça. Il a besoin d'avoir des références. Ça ressemble à, c'est ça. Non, c'est autre chose. Puis il y a la compréhension, vous savez, la compréhension qu'on a. Nous, hommes modernes, on trouve des ruines, par exemple, on dit ça servait à ça, mais globalement, il y a plein de choses dont c'est des hypothèses, on n'a pas la moindre idée. Vous savez, peut-être dans 10 000 ans, quand notre civilisation aura disparu, on trouvera des DVD. Et puis ça brille au soleil. Et peut-être que la civilisation qui viendra après nous disait, vous avez vu ces sauvages-là, regardez, ça se trouve, ils se mettaient ça autour du cou parce que ça faisait joli. Ils n'ont pas la moindre idée qu'il peut y avoir de l'information dessus. Parce que ça fait joli. Peut-être qu'on fait ça tous les jours, nous, on prend une pierre, on dit, tiens, ça fait joli. Regardez, par exemple, moi je suis souvent en Égypte, on voit les bâtisseurs. On se dit, non, mais ils ont utilisé des outils en bronze et des cailloux pour faire ça. Je dis, bah vas-y. Tenez, je vous donne des outils en bronze et des cailloux, allez-y, faites-le. On s'aperçoit que c'est pas possible, donc ils ont utilisé d'autres méthodes. Mais nous, comme on ne les comprend pas, eh bien, il faut qu'on remette ça à l'aune de notre compréhension. Et donc on mette dans nos boîtes avec nos outils. Non, ils ont utilisé d'autres méthodes. Plein d'autres méthodes, des choses qui marchent. Quand vous rentrez à Saqqara, par exemple, le mur d'enceinte est tellement lisse qu'on se voit dedans. Mais même aujourd'hui, on ne saurait pas faire un mur comme ça, d'une planéité aussi importante sur une surface aussi grande. Personne ne sait comment ils ont fait. Mais on le voit. On se dit, comment ils ont fait? Ils ont frotté. Allez-y, frottez, allez-y. Oui, mais l'argument va être, on n'a pas les mêmes techniques, c'est ça. Oui, bien sûr, mais quitte à ne pas avoir les mêmes techniques, pourquoi ce seraient des techniques conventionnelles? C'est pas parce qu'on n'a pas compris un truc que ça n'existait pas, encore une fois. De toute façon, au niveau historique, on sait très bien que les archéologues, les paléontologues ont fait des théories, n'ont pas de certitude, n'ont rien d'avéré. Ça reste toujours de la théorie. Alors il y a des cas où on a des traces, on a des textes, on a des expériences qu'on peut reproduire. Il y a des cas où c'est absolument fantaisiste. Même on a des trous complets dans l'histoire où les gens se sont réunis en disant on va raconter ça, quoi. Mais parce qu'on n'a pas la moindre idée, il n'y a aucune trace. Donc il a fallu boucher les trous, quoi. Et on les bouche avec quelque chose de cohérent. Mais enfin, quelque chose de cohérent, c'est errer ensemble. Et errer, c'est dans l'erreur, donc cohérent, c'est qu'on est tous dans l'erreur ensemble, ce qui est rassurant. Donc en fait, l'humain n'aime que se rassurer. Oui, mais c'est rassurant. Si on a besoin de ça, vous êtes dans un monde complètement étrange pour vous, et sans aucune référence. Vous savez pas ce qui est bon ou mauvais, ce qui est agressif ou pas, alors que si vous avez un guide, si on vous dit mais non, ça c'est pas dangereux, ça c'est dangereux, déjà ça vous fait plaisir. Même si c'est pas vrai, on est dans la civilisation de la réponse satisfaisante. Même si elle est fausse, on s'en fout finalement que ça soit vrai. Ce qui est important, c'est que ça nous satisfasse et que ça nous apaise. On le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de comprendre, on vous demande d'obéir. Ça sera justement la différence entre la civilisation de la transmutation et la civilisation de la transformation. C'est deux civilisations qui s'opposent aujourd'hui. La civilisation de l'obéissance et la civilisation de la compétence. Elles sont incompatibles. Si vous êtes compétent, vous n'obéissez pas. Si vous obéissez, vous n'êtes pas compétent. Donc quand vous voulez avoir une civilisation de l'obéissance, vous allez casser les compétences. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Oui, on voit aussi le constat sociétal actuel. C'est exactement ça. Ça fait aussi partie, pourquoi? Parce que je ne fais pas de politique, mais c'est au sens littéral la vie de la cité. Bien fait partie aussi de la perception qu'on a de l'univers. Quand on est bienveillant, on a envie d'aider les autres. Quand on pense uniquement à soi, on s'en fout des autres. Donc ça fait partie aussi de la quête. La quête de l'alchimiste, c'est avant tout la bienveillance. C'est-à-dire on ne travaille pas pour nous. On cherche le fameux dissolvant universel. C'est ça la quête de l'alchimiste. Celui qui retire la colle du monde, le koélon des Grecs, l'épaisseur. On est dans un monde aujourd'hui, on a l'impression qu'on est tous en situation de blocage. Le monde est rouillé.
il faut dérouiller. Et pour ce faire, il faut mettre du lubrifiant. Et le lubrifiant, c'est le spiritus, c'est-à-dire le dissolvant universel que cherche l'alchimiste. Et bien quand on le trouve, mettre du dissolvant dans le monde, c'est-à-dire cette compréhension, sans qu'elle soit intellectuelle, mais qu'elle soit simple, et bien fait que ça améliore les choses. C'est beaucoup plus simple. Donc ça marche aussi pour la politique. C'est-à-dire quand les gens sont bienveillants, ils vont avoir une population bienveillante et ils vont être bienveillants vis-à-vis de la population. Quand ils sont sur leurs propres intérêts, ils n'en ont rien à faire des autres. Il y a une règle mathématique extrêmement simple. Pour qu'il y en ait peu qui ait beaucoup, il faut qu'il y en ait beaucoup qui ait peu. Donc à partir de ce moment-là, quand on est dans ce monde-là, il ne faut pas s'étonner. Par contre, quand on dit, mais vous savez, si on est capable, c'est pas un call-cause que je veux faire, hein. Mais je veux dire, quand on est capable de rendre un monde équitable, un monde juste, c'est pas dire égal. Vous savez, il y a beaucoup de discussions entre l'homme et la femme aujourd'hui. On a réussi quand même à opposer l'homme à la femme. Ça va pas bien dans notre tête, non? La guerre des sexes, et puis quoi encore? Non, l'homme et la femme n'est pas égal. On peut faire ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est normal parce que si les deux font la même chose, il y en a un de trop. Mais on est complet en terre. La femme apporte quelque chose, l'homme apporte quelque chose. Et c'est ensemble qu'on peut faire quelque chose. Et ça, il faut le comprendre. Il faut arrêter de s'opposer, quoi. Donc, encore une fois, et l'alchimie permet de comprendre ça. Non, on travaille tout, il y a autant d'alchimistes hommes que femmes, que religieux, de pas religieux, de blanc, de noir, de vert, de rouge, de jaune, on s'en fout, vous pouvez même pas imaginer à quel point on se pose même pas cette question. Comment voulez-vous trouver l'unité avec un outil qui fractionne? C'est impossible. Le bonheur, c'est ça, c'est la différence. On nous a vendu un monde de plaisir en nous faisant croire que c'était le bonheur. Mais le plaisir est quantifiable, mesurable. C'est une illusion. Le nombre de choses qu'on a désirées ardemment et qui sont en train de rouiller dans les placards. Et le plaisir est solitaire. Moi, je peux très bien manger quelque chose tout seul et puis ça me fait plaisir, mais le bonheur est collectif. Et le bonheur a ce fameux spiritus, c'est-à-dire cette valeur ajoutée. Vous buvez un verre de vin, il est bon, vous connaissez le viticulteur, il est meilleur. Et pourquoi? Elle est où la valeur ajoutée? Elle est justement dans cet esprit, dans le spiritus. Et c'est ça aussi, pour revenir enfin à cette région, ici la valeur ajoutée, elle est très forte. Ce fameux spiritus, cette fameuse bienveillance des gens ici. Malgré, je dirais, le tourisme de masse qu'il peut y avoir, j'ai jamais vu des gens désagréables ici, ce qui n'est pas courant dans des lieux touristiques. Les gens ont un fond de bienveillance. Sans doute, ça vient d'une période plus ancienne où les gens ont eu besoin de s'entraider beaucoup ici et continuent à le faire. Il y a une vraie bienveillance. Et cette vraie bienveillance, elle est aussi... Pourquoi un fruit sur un arbre que je vais cueillir est meilleur que le même en barquette? Elle est où la valeur ajoutée? Le spiritus. Vous voyez, ça ne s'explique pas. Et tant mieux. Si ça s'explique, ça se met dans une boîte. Et si ça se met dans une boîte, c'est mesurable et quantifiable. Sauf que ça, c'est comme l'amour. C'est pas mesurable et quantifiable. Et c'est la seule chose que plus on donne, plus on en a. Donc, voilà pourquoi j'ai fait de l'alchimie, pourquoi je communique beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vivre dans un monde où tout le monde est heureux, quoi. Mais je dirais qu'on a tous, je l'espère, on a tous envie de vivre dans un monde où tout le monde est heureux, amoureux de la vie tout simplement. Oui, mais peu importe, je veux dire, le terme amoureux de la vie, c'est quasiment un pléonasme. Être en vie, on l'entend en vie, c'est envie de vivre, c'est vraiment... je peux me remplir du monde, mais pour me remplir du monde, il faut que je laisse de la place. Et c'est le premier travail aussi que j'ai compris aussi en faisant de l'alchimie, c'est que nous, les Occidentaux sont très boulimiques. On veut toujours se remplir de tas de trucs, nous. Si on reste 20 minutes à rien faire, on s'ennuie. Celui qui s'ennuie est ennuyé. Alors que le premier travail, c'est pas de se remplir, c'est de se vider. Comment voulez-vous vous remplir s'il n'y a pas de place? Donc ces lieux comme ici, et c'est une raison supplémentaire pour laquelle je viens dans cette région, c'est que avant de me remplir, je me vide. Les espaces, la nature, les rivières, les parfums font que j'ai pas besoin d'avoir une vision intellectuelle du monde. Et je peux me laisser vivre, je suis comme une girouette, je peux me mettre dans le sens du vent. Et c'est très confortable de rien faire. Mais rien faire et le faire bien dans un monde agité demande beaucoup de travail. Demande à être aligné? Oui, absolument, mais aligné, pour ça, il faut retirer tous les écueils. Et puis l'alignement, il est relatif. Un alignement absolu ou un alignement relatif, c'est toujours différent. La morale peut être un alignement relatif. Vous savez, je mets un coup de fusil à quelqu'un, c'est pas bien, je vais en prison, c'est un temps de guerre, j'ai une médaille. Qu'est-ce qui est juste, hein? La période. Voilà. Donc c'est très relatif. Mais en tout cas, merci infiniment Patrick de ce magnifique échange, de tous ces mots, de ce partage, de cette poésie
et également dans vos verbes, et dans vos propos, et dans vos écrits. Un dernier mot pour la fin? Eh bien, merci, comme vous l'avez dit, de l'échange, car finalement, c'est le plus important. C'est cet échange, finalement. Vous pouvez faire ce que vous voulez, que vous le vouliez ou non. Je respire le même air que vous, il rentre à l'intérieur de moi, il sort et vous le rentrez aussi. Donc même si c'est quelqu'un que j'aime pas, même si c'est quelqu'un qui passe, même si c'est quelqu'un que je reverrai jamais, on a partagé au plus profond de nous-mêmes l'air ambiant. Eh bien, ce partage-là est quand même essentiel. Donc, continuons à partager. Et je pense que dans un monde où tout nous sépare d'une manière illusoire, eh bien, trouver quelques occasions de se rassembler fait chaud au cœur, est quand même une bonne chose. Donc merci de cette occasion et merci aussi de cet échange. Merci infiniment Patrick. C'était Daniel en compagnie de Patrick Buren-Stellnice. J'espère encore une fois ne pas avoir écorché une énième fois votre nom. Je vous souhaite à tous du soleil dans votre cœur et des sourires dans votre tête. À très vite. Au revoir. Au revoir.